dans ce Pourquoi j'ai raison The Vetor, consacré plus encore qu'à Star Wars 7, au Star Wars sorti l'année précédente, puisque je vais essayer chaque année à la sortie d'un nouvel épisode de faire un Pourquoi j'ai raison The Vetor sur celui sorti l'année d'avant. Et ça va être un gros dossier Star Wars. Alors pour commencer, voyez-moi comme un ami. Je viens pas vous engueuler, je viens vous aider à accepter une réalité. Parce qu'au départ, tout le monde était plutôt positif quand le film est sorti, même moi. Mais avec un peu de recul, il serait temps d'admettre que... Sérieux, Star Wars 7, c'était pas terrible. Au-delà de son schéma narratif repris péripétie pour péripétie et enjeu pour enjeu sur la trilogie originale, déjà dénoncée, il est temps de jeter un regard plus inquisiteur sur ce film qui a pété tous les records. Et pour comprendre pourquoi, on va repartir au début. Au commencement, il y avait le vide. Puis vint George Lucas. Jeune cinéaste attiré par l'expérimental, qu'il a exploité dans THX 1138, il se fait particulièrement repérer avec American Graffiti, un film sur la jeunesse des années 60. Puis il décide de marquer le cinéma, d'essayer de l'amener plus loin, et il a un projet pour ça, Star Wars. Le principe, raconter une guerre dans un contexte galactique. Un conflit similaire aux guerres mondiales, opposant un empire et une rébellion, avec nobles et preux chevaliers pour garder la paix. L'histoire de Luke Skywalker, jeune homme abandonné sur une planète désertique, qu'il va abandonner derrière lui pour ramener un droïde contenant des informations top secrètes à la rébellion, ce qui l'amènera à affronter un empire auquel il est lié par sa famille, et à devenir un Jedi. Pour y parvenir, le mec va juste créer sa propre boîte d'effets spéciaux, ILM. À partir de peintures sur verre appelées matte painting et d'un travail de miniature sur fond bleu, le jeune homme repousse les limites des effets spéciaux pour amener sa vision, son histoire, son message et ses personnages à l'écran. La saga devient la plus connue au monde. Enfin presque, parce qu'évidemment la Chine n'a pas voulu faire comme les autres, donc la trilogie originale et la prélogie viennent officiellement d'être distribuées là-bas en 2015, juste avant la sortie de l'épisode 7. Mais je divague, la saga la plus connue du monde donc. Les gens sont enjoués par le film d'aventure, tellement accro à Star Wars qu'ils adhèrent à l'univers étendu. Un ensemble de livres, comics, jeux vidéo et séries télé, dont le contenu est officiellement reconnu comme une extension des épisodes 4, 5 et 6. Et mieux encore, Lucas a appelé ces épisodes 4, 5, 6 en promettant que lorsque les effets spéciaux seraient à la hauteur, il reviendrait pour tourner les épisodes 1, 2 et 3. L'idée de Lucas est donc de voir comment l'univers de Star Wars est passé d'une république à un empire, comment Anakin est devenu un Jedi, et comment il a par la suite sombré dans le côté obscur. Nous suivons l'application du plan de l'empereur Palpatine, son accès au poste de chancelier, l'organisation d'un conflit pour déstabiliser le pouvoir, et enfin le vote des pleins pouvoirs au motif d'un faux coup d'état par le seul groupe en mesure de régler le problème, les Jedi. Et comme la suite se concentre sur les enfants de Dark Vador, il faut aussi nous montrer sa romance, et en quoi elle l'a poussé vers le côté obscur, ce qui l'a motivé. Une nouvelle fois, la saga se présente comme une révolution des effets spéciaux qui n'avait presque pas évolué depuis la saga originale. Ils s'étaient juste perfectionnés. Et la révolution de l'époque, c'est le numérique. Même si le film est tourné en pellicule 35 mm, le montage et les effets sont tous faits par informatique dans La Menace Fantôme, qui contient même la première scène filmée en numérique haute définition de l'histoire du cinéma. Alors en plus vous allez rire, devinez quelle scène dans cette saga si détestée pour son travail du numérique est la première à avoir été tournée par une caméra numérique. C'est la scène où Qui-Gon nous révèle l'existence des midi-chloriens. Tout ce que les gens détestent de la prélogie réuni dans une scène de l'épisode 1, grand chelem. Autre prouesse technique, un personnage principal de l'intrigue totalement numérique. Le fameux Jar Jar Binks, animé totalement à la main comme tous les aliens, sans qui, quand Peter Jackson a demandé à ses animateurs s'il pourrait faire Gollum intégralement numérique, il lui aurait répondu « Ha ha le con. Allez, reconnaissez au moins un truc de bien à Jar Jar !» Un certain nombre de décors seront numériques, avec des guillemets. Plusieurs plateaux contenaient une partie des décors réels et du fond bleu pour compléter, et comme les effets générés par ordinateur n'étaient pas encore assez poussés, beaucoup de décors sont en fait des maquettes, des miniatures construites et photographiées par ILM, parfois complétées avec des peintures numériques et des montages de plusieurs décors. Et évidemment, plusieurs extérieurs sont réels, comme le pique-nique champêtre d'Anakin et Padmé, duquel ils ont passé 2 semaines à retirer les bestioles qui leur volaient autour. Bref, une nouvelle fois, Lucas révolutionne le storytelling, les outils à la disposition des cinéastes pour raconter l'histoire. Il est possible par exemple de continuer une scène en la liant numériquement à une autre scène, effacer les personnages du plan, décaler le jeu des acteurs pour mieux gérer le timing, tout un tas de prouesses qu'il met au service d'un récit épique, la chute progressive d'Anakin vers le côté obscur et la fin de la République galactique. Bon, le souci c'est qu'il a mis une vingtaine d'années à le faire, et en 20 ans il a le temps de s'en passer des choses. La saga de George Lucas fait désormais partie de la culture populaire de base. Tout le monde sait qui sont Dark Vador, Yoda, ce qu'est la Force, et surtout chacun a eu sa façon d'apprécier les films. Et tout le monde avait pas lu la trilogie originale comme une fresque épique, une histoire de famille tragique et intimement liée au destin de la galaxie.
Donc beaucoup ont été surpris ou déçus des choix de Lucas dans la prélogie. Ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser au blocus d'une planète et à la taxation des routes commerciales. Ils avaient imaginé autre histoire pour Dark Vador, ils voulaient pas le voir enfant, etc., etc. Pourtant tout ça c'est bien du Star Wars. Mais une autre facette de Star Wars. Le gros changement vient de l'ambiance. Là où la trilogie suivait des rebelles, ici on suit des figures d'autorité, les Jedi et des sénateurs. Là où le rythme était rapide à cause de la guerre, ici il est plus lent car on enquête en temps de paix. Là où Vador était un méchant de légende, ici on le montre enfant et adolescent. Alors savoir comment un mec devient un dictateur, comment une république devient un empire, c'est sûr, c'est moins fun que suivre des rebelles qui doivent toujours fuir, se battre, mais par déduction, célèbre aussi des victoires. La prélogie manquait de positif. Mais il faut bien qu'il vienne, l'Empire, avant de pouvoir le renverser. Et ça va commencer à montrer un problème avec Star Wars. Tout le monde n'en retire pas la même chose. Le truc, c'est qu'avant tout, c'est une histoire, une légende même. Et comme dans tout culte, quand on modifie ou qu'on ajoute des règles, il y en a qui sont d'accord et d'autres qui le sont pas, et chacun organise son propre culte personnel de la saga. Moi j'aime le côté science-fiction, moi j'aime les personnages, moi l'histoire, l'univers développé, moi je préfère l'univers étendu au film même. Alors quand Disney est venu mettre ses gros gants dégueulasses sur la licence, les gens se sont affolés. Parce que oui, il faut revenir un petit peu en arrière. Vous vous souvenez du bordel que ça a été il y a 4 ans? Le scandale? Souvenez-vous, c'est à peu près au moment où cette chaîne de cinéma formidable, le cinéma de Durandal, s'est créée, et j'étais monté au créneau à l'époque, de façon un peu indigeste, je l'avoue aujourd'hui, contre les gens qui étaient partis directement défaitistes avec Disney, qui avaient estimé qu'ils allaient infantiliser la saga et détruire sa profondeur. Et j'avais dit, calmez-vous, on verra ce qu'ils vont faire. Alors on a attendu, et les débuts ont été franchement inquiétants. On confie le script au scénariste de Toy Story 3, donc dans le genre, rassurez-vous, on fera pas du Disney, ça tient du génie. Je sais que Toy Story c'est Pixar, soyez pas relou, j'ai dit du Disney. Et surtout, personne n'en veut. Tous les réalisateurs, y compris Spielberg, refusent de reprendre le projet, trop effrayés par la responsabilité et les risques. Les gens avaient été déçus, à tort ou à raison, par la prélogie, et un nouvel échec serait fatal à la franchise. Et vu comment les fans sont tendus, ça risque d'arriver. Disney a une sale histoire avec la science-fiction qui n'a jamais marché avec eux, et quand ils achètent Star Wars, c'est pour son potentiel de franchise. Hollywood se repose principalement sur elle pour remplir ses caisses depuis le succès du Marvel Cinematic Universe, qui assure, même aux films les plus faibles, de faire des entrées monstres pour la simple raison qu'ils s'inscrivent dans une œuvre globale et qu'on essaye généralement d'en voir tous les opus. Tant qu'on ne déçoit ou ne trahit pas suffisamment les spectateurs, la formule passe auprès du grand public fan de divertissement actuel. Après quelques essais, J.J. Abrams, qui a repris avec un certain succès la saga Star Trek il y a une dizaine d'années, finit par dire oui au projet qu'il coproduit avec sa société Bad Robot, et avec un revenant de la trilogie originale, et c'est pas la première fois que ça va arriver dans ce projet, Lawrence Kasdan à l'œuvre sur l'épisode 5. Ensemble, ils commencent par foutre les idées originales de Lucas pour une nouvelle trilogie à la poubelle, et développent un film entièrement basé sur le principe de faire revivre la trilogie originale et de faire plaisir aux fans mécontents du changement du ton de la prélogie. Abrams promet un tournage en pellicule, le plus d'effets pratiques possible, du vrai Star Wars, sous-entendu pas comme la prélogie. Et pour commencer à hyper les gens dès l'annonce du projet, ils ont l'idée d'organiser un gigantesque casting ouvert aux amateurs qui sélectionnera les nouveaux héros de cette trilogie. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais moi j'y étais pour accompagner des amis, et vu que je m'y suis gelé les couilles pendant 7 heures, je peux vous dire que je suis pas prêt de l'oublier. En particulier quand leur choix se porte au final sur Daisy Ridley et John Boyega, dont vous noterez quand ils ne sont pas en costume et maquillés l'absence totale de charisme, et qui bénéficient de 2 ans et 4 ans de carrière respectivement, révélant que le tout n'était qu'une vaste supercherie destinée tout simplement à avoir de la communication autour du film et faire rêver les fans. Sauf qu'à travailler l'impact populaire à ce point, on en est venu au point où Star Wars est plus important que l'histoire. Et au final, The Force Awakens n'est plus un film, c'est un projet, un film de commande axé sur la nostalgie, pas motivé par une nouvelle idée. Ce qui veut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est là qu'on va entrer dans le détail, et le premier point, ça va être le récit. Quand les bandes annonces ont commencé à sortir, j'avais une question. Quelle est l'histoire? Sur quel chemin on s'engage avec cette nouvelle trilogie? Et le souci, c'est qu'en revenant de la salle, j'avais toujours pas la réponse à cette question. Ou plutôt si, mais trop. Bon, qu'on s'entende bien, le film a un scénario. Il y a des personnages qui doivent atteindre un but, et qui vivent des péripéties. Star Wars 7 raconte l'histoire de Rey, une jeune femme abandonnée sur une planète désertique qu'elle va abandonner derrière elle pour amener un droïde contenant des informations top secrètes à la Résistance, ce qui l'amènera à affronter un ennemi auquel elle est liée par sa famille et à devenir une Jedi. Mais l'histoire, l'environnement, les enjeux, le contexte sont définis de manière anémique avec les formes les plus vagues, obscures et floues possibles. Le rejet du contexte politique de la prélogie a mené Abrams et Kasdan à ne jamais évoquer ne serait-ce que le mot.
Et ça va commencer à poser problème, le plus grave, ironiquement, vis-à-vis de la trilogie originale. L'absence d'explication sur le contexte politique rend en effet la totalité des événements de la trilogie originale inutile. On a quitté le monde de Star Wars avec un empire vaincu à l'issue de la dernière et ultime bataille et une célébration totale. Et lorsque le réveil de la Force démarre, on apprend juste que non. Une république s'est créée, mais on sait pas quel pouvoir elle a, et si on sait qu'une partie de l'Empire a survécu et fondé le Premier Ordre, on n'a aucune idée de la force des deux entités et de leurs proportions. Est-ce qu'ils s'entendent ou est-ce qu'ils sont en conflit? Lequel des deux gagne ce conflit et lequel est le plus populaire? Impossible à dire, ce qui implique que la fin de l'épisode 6 n'est plus une victoire. C'était pas la fin de la guerre, juste une bataille. Si on doit découvrir le Premier Ordre, on doit le découvrir avec les personnages. Ici, l'univers a avancé sans nous, et nos si vaillants personnages semblent avoir été impuissants face à une nouvelle menace. Et c'est un énorme manque. On ne voit jamais ce qu'ils ont réussi à construire après toute leur souffrance, et on ne sait pas ce qui s'est passé avant que ce soit détruit, même pas le temps écoulé. Quand le film pense enfin à nous rappeler qu'il y a une nouvelle république galactique, c'est au bout de 1 heure, 8 minutes et 40 secondes, juste avant de l'exploser. On m'explique comment un laser lancé par un seul canon donne 5 rayons différents? Regardez ça, qu'est-ce qu'on détruit là? Allez-y, donnez-moi le nom de la planète, hein? C'est Hosnian Prime. Paul le dit en présentant Finn, mais vraiment en scred, et il parle du système, pas d'une planète. Qu'est-ce qui est détruit? Vous voyez les vaisseaux là, vite fait pour l'explosion? C'est pour indiquer que toute la flotte de la République est détruite. Mais genre toute! Il pourrait en avoir d'autres vaisseaux, ailleurs dans la galaxie, il n'y a aucune raison que toute la flotte soit là-bas si un ennemi comme le Nouvel Ordre existe. Mais depuis quand il existe? Est-ce que la République les considère comme ennemis? D'ailleurs, pour résoudre le problème, vous avez peut-être fait votre propre sauce et vous vous êtes dit « Ah, c'est Coruscant !» Mais vous avez aucune idée de ce que vous venez de voir être détruit ou de ce que ça représente. Genre lui là, c'est le nouveau chancelier, Lanevir Vilesham. On sait pas qui sont ces gens, et on sait pas ce que représentent ces planètes avant qu'elles ne soient détruites. Et donc on s'en fout. Et si vous vous dites encore qu'est-ce qu'on s'en branle du contexte politique, dites-vous ceci. Dans cette scène, à votre avis, Han Solo il est triste d'avoir perdu la Nouvelle République? Ou bien il flippe sa race parce que Leia, qui est encore sénatrice, aurait pu, à ce moment, être encore sur Hosnian Prime? Là il se dit pas « Oh mon dieu, la République !» Il se dit « Putain de merde! Si Leia était là-bas, elle est morte !» Vous voyez ce qu'on peut perdre comme enjeu avec ce manque d'informations? Et je vous vois déjà venir, mais on connaissait pas les gens d'Alderaan non plus dans l'épisode 4. Ah bon? Vraiment? In a way, you have determined the choice of the planet that'll be destroyed first. I have chosen to test this station's destructive power on your home planet of Alderaan. No. Bien sûr qu'on connaît pas la planète, on n'en voit aucun environnement même. Mais on sait que ça compte pour Leia, qu'elle en vient, et on kiffe Leia, et on veut pas qu'elle soit triste. Ici tout le monde s'en fout, personne n'en a parlé, personne n'en vient, c'est même pour ça qu'on sait pas ce que c'est. Si, on sait ce que c'est la Nouvelle République, mais on sait pas ce que c'est que la Nouvelle République non plus. C'est le régime en place, mais il a quel impact sur la galaxie pour qu'il y ait encore besoin d'y avoir une alliance rebelle? Ah, pardon, la résistance. C'est tellement vicieux d'utiliser un synonyme pour désigner un nouveau mouvement. Parce que du coup on sait pas si c'est l'alliance rebelle ou si c'est un nouveau mouvement, vu que Leia est encore à sa tête. C'est pratique quand même de rester super vague et laisser le spectateur faire sa propre sauce dans sa tête. Surtout quand ça n'a aucun sens. C'est un mouvement qui lutte contre la montée du Premier Ordre avec le soutien tacite de la Nouvelle République qui est au pouvoir. C'est pas une résistance, le Premier Ordre n'est pas au pouvoir dans la galaxie, c'est un mouvement séparatiste. Comme la Fédération du Commerce dans la prélogie, tiens par exemple. On ne s'y rebelle pas, on n'y résiste pas, c'est un nouvel ennemi, c'est tout. Et ça, si vous voulez le savoir, vous êtes obligé d'acheter le roman Bloodline, un des 4 romans écrits par Claudia Gray pour expliquer le contexte de cette nouvelle trilogie. Disponible dès maintenant sur votre Kindle, en poche ou broché pour moins de 10 €, relié pour une vingtaine d'euros, et en livre audio pour 40 € seulement. Et Disney fait table rase de l'univers étendu pour ça. Bref, je dois savoir quel est l'impact de la destruction de cette planète dans l'univers de Star Wars. On sait même pas si c'en est des nouvelles ou si c'en est qu'on connaît déjà quand on les voit pour la première fois dans le film. Et non, c'est pas grave, on comprend ce qui se passe quand même. Mais pourquoi ne pas le dire? C'est censé nous marquer comme événement, mais si on n'explique pas ce que c'est, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est marquant? Hein, Richard? D'ailleurs, tout ce qu'on sait, c'est que ça, c'est une putain d'étoile de la mort géante. Et ça, on l'a déjà vu. On sait que c'est pas grave si elle est détruite. Et des armes de la mort, il y en a eu 12 rien que dans la série Clone Wars, 2 dans la trilogie originale, et des bases, ils en reconstruisent ou ils en reconquéreront en 2 jours. Et on s'en souvient d'autant plus que le film fait exprès de faire l'attaque exactement comme celle de l'étoile de la mort dans l'épisode 4. On sait déjà que ça servira à rien, parce que c'est comme ça que la trilogie originale a commencé, et si ça donne quelque information que ce soit sur l'histoire que la trilogie va apporter, c'est qu'on va avoir exactement la même chose que la trilogie originale. Comme il y avait un empereur au-dessus de Dark Vador, il y a un Uber-empereur, et on va le vaincre, lui et son empire, à la fin de l'épisode 9. C'est bon, c'est plié. On peut avoir des surprises sur les détails, mais ce serait surprenant qu'il vainque le Premier Ordre dès l'épisode 8, et on sait que nos personnages vont survivre.
Il fallait un nouveau type d'ennemi, pas un Empire-like. On sait déjà comment ça va se finir avec une entité de ce genre. À bien plus d'un égard que le climax d'ailleurs, parce que nos héros aussi ont un goût de déjà-vu. Ils ont beau avoir des histoires différentes, leurs fonctions sont totalement identiques. Les anciens, il s'est passé 34 ans depuis l'épisode 6, et quoi? Han est reparti faire de la contrebande? Leia est toujours dans la résistance? Luke lui a pas appris à utiliser la force? Non, il faut que les anciens personnages soient exactement les anciens personnages. Pas un chouïa de modification à part le fait qu'ils ont eu un fils, tout ça au nom du sacro-saint fan qui veut revoir la saga d'origine. Mais les nouveaux persos, c'est pas mieux. Je suis d'accord, leurs dialogues sont sympas, les acteurs sont cool et semblent partager l'excitation de leurs personnages. Mais c'est tout ce qu'ils sont, des personnages. Réfléchissez, à part leur fonction, vous savez quoi d'eux? Poe, c'est le meilleur pilote de la résistance. Ok, il est là 10 minutes dans le film et s'il faisait pas un gros câlin à Finn, on n'aurait aucun attachement à ce mec. Vous remarquerez ça d'ailleurs, les personnages se font des hugs pendant tout le film pour que le spectateur soit persuadé qu'ils ont partagé beaucoup de choses. Mais on a vu tout ce qu'ils ont partagé, et ils se connaissent depuis à peine 1 heure avant d'être séparés par le crash. Faudrait pas déconner, une poignée de main, un check viril, mais se jeter dans les bras, c'est trop. C'est même ce qui a poussé certains à imaginer que Star Wars prépare une relation gay entre les personnages. Non, c'est juste que le film essaye désespérément de nous convaincre que ces personnages s'entendent en forçant des gestes affectueux tout le film. Cela dit, il suffit qu'un mec du marketing regarde si l'idée est bien reçue sur le net et on pourrait y avoir droit. Vu que toutes les relations sont floues et suggérées dans ce film, alors pourquoi pas un couple Poe et Finn? Finn, c'est un parfait exemple. C'est un Stormtrooper qui s'échappe. Et c'est littéralement tout ce qu'il a de personnalité. On a beau apprendre ça plus tard. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été endoctriné depuis sa naissance, mais qu'au fond, il est gentil, donc il a fui. Qu'est-ce qu'il a fait réagir? On l'a formé à mépriser le peuple et entraîné à le massacrer, mais quand il est arrivé sur place, il a trouvé ça pas gentil? Est-ce que le gars qui meurt était un grand ami à lui? On n'en saura rien. C'est un mec sympa qui veut fuir le Premier Ordre et éventuellement se taper Rey. C'est tout ce qu'il a de personnalité. You don't know a thing about me. Where I'm from. What I've seen. Mais sérieux, on ignore l'entraînement des Stormtroopers dans cet univers? Je pense qu'il peut donner plus de détails. Mauvais traitement? Problème avec la pensée unique? C'est sous-entendu. Que voudriez-vous ajouter de plus? Un enjeu? Vous avez remarqué ça? Aucun des personnages n'a d'objectif. Rey, elle veut stagner sur Jakku, Finn il veut partir mais on sait même pas où, Poe il avait une mission pour la résistance, il l'a abandonnée et il revient de nulle part parce que c'est son boulot, c'est tout. Han il déambule dans l'espace, Leia elle dirige une résistance mais elle a pas de plan précis et on voit jamais son combat réel. À vrai dire il a été tourné mais coupé du film pour qu'on révèle qu'elle est dedans qu'à la fin. Tous les personnages se foutent de l'enjeu principal du film. Même à la fin, quand Finn va sur Starkiller, c'est pour récupérer Rey, pas pour résister. Et Rey elle est là parce qu'elle a été capturée. Les personnages vivent leur histoire au milieu de la grande et non liés à elle, parlent de ce qu'on sait déjà ou de ce qui est évident et surtout pas de background parce qu'il faut vendre des bouquins, donc non seulement on se fout de l'univers, mais en plus les personnages n'ont pas de personnalité à part leur archétype. Et du coup concentrons-nous sur nos 2 personnages les plus importants, la protagoniste Rey Skywalker, parce que ça aussi c'est plié, et son cousin ou son frère donc, Kylo Ren. Parce qu'il n'y a pas plus personnage concept qu'eux, ça en devient insensé. Rey est une orpheline persuadée que ses parents vont revenir la chercher, qui a une forte affinité avec la Force mais n'ose pas avancer. Et, à part ça, est-ce qu'elle apprécie sa vie sur Jakku? Elle se plaint jamais, elle a l'air de très bien s'en sortir, et sa seule envie dans le film c'est de poser son cul sur sa dune. Même lui là, le caméo de Simon Pegg, on comprend à peine la relation entre eux parce que, pour quelque raison absurde que ce soit, ils ont décidé de le cacher dans le flashback et on les voit jamais interagir pour autre chose que des échanges commerciaux. On a tellement aucune idée de qui elle est que quand elle se propose pour piloter le Faucon Millenium... We need a pilot! We've got one! You? No, it's true. Et qu'en plus elle le pilote comme un as, on peut légitimement se dire surpris et pour certains, crier à la Marissou. Parce que désolé, mais savoir qu'elle pilote son espèce de scooter des sables là, et qu'elle kiffe enfiler un casque de pilote, même si elle a une connaissance des ruines de vaisseaux, ça veut pas dire qu'elle sait piloter n'importe quel vaisseau, surtout un qui atteint les 14 par sexe. 12! How did you do that? I don't know. Non, on nous le dit vaguement, après coup, et on est censé l'accepter. Désolé d'évoquer l'épisode 1, mais Anakin, on sait qu'il a participé à des tonnes de courses et s'est souvent planté avant de le foutre dans un vaisseau, et il s'en sort pas du premier coup. Et dans l'épisode 4, c'est la seule chose à laquelle pense Luke. C'est pour ça qu'il s'engueule avec son oncle et sa tante. C'est partir pour devenir pilote. C'est aussi là qu'on apprend qu'il vise très bien quand il tire. Elle en a jamais parlé, on est juste censé l'accepter qu'elle déchire. Elle fait des étourderies, mais elle est beaucoup trop douée, sans justification. Sauf une, et pour preuve, sa découverte de la Force. Quand on la récupère, elle est persuadée que des gens comme Luke Skywalker et Han Solo sont des mythes. D'il y a même pas 34 ans qui ont vaincu l'Empire, mais bon, des mythes. Et il suffit qu'elle en ait fait l'expérience une fois pour parvenir à la maîtriser instinctivement. You're afraid that you will never be as strong as Darth Vader. La Force ne permet pas de lire les pensées, elle permet de savoir si on pense à quelque chose mais pas exactement à quoi. See through you. We can.
Your thoughts dwell on your mother. I miss her. Afraid to lose her, I think. Pour le dire plus clairement, si j'avais envie de manger un sandwich au poulet, un Jedi saurait que j'ai faim. Il saurait pas précisément que j'ai envie de manger un sandwich au poulet. Vous savez pourquoi j'en suis sûr? Parce que si c'était faisable avec une capacité quelconque de la Force, vous pensez pas qu'un certain Dark Vador, qui a été entièrement créé par la Force, l'aurait utilisé sur Leia pour savoir où est sa base rebelle? And now, Your Highness, we will discuss the location of your hidden rebel base. Ou dans l'épisode 6 qui dirait Leia et pas ta sœur. Et c'est pas un problème isolé. Si elle sait même pas que Luke et Han sont des vrais personnages historiques dans l'univers de Star Wars, comment elle est au courant de la manipulation mentale Jedi? Comment elle sait que c'est dans le champ des possibles d'un Jedi qui pour elle ne sont qu'une légende mystique? Aucune idée, et vu qu'on sait où va le scénario, je préférais savoir avec qui. C'est peut-être le sabre de Luke qui lui a dit. Parce que maintenant un sabre c'est magique, ça te donne des visions et tout. Apparemment c'est un vestige de l'ancien univers étendu que Disney a arrêté mais pompe allègrement, et ça s'appelle la psychométrie, mais bien sûr le film le dit jamais. Rey est juste badass. C'est dingue avec une telle affinité avec la Force que la meuf ressent absolument rien quand 5 planètes sont détruites. I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Et vous allez me dire, mais elle est pas encore entraînée, bah faudrait savoir. Elle reçoit des tips par la Force à chaque fois qu'elle en a besoin, mais elle ressent pas le flot de la vie être déchiré par le premier ordre. C'est pratique en fait, elle maîtrise quand ça lui sert. Il y a des gens qui commencent à développer des théories comme quoi on lui aurait effacé la mémoire pour la protéger et qu'elle connaît déjà Kylo Ren en fait. Ce qui n'est pas inimaginable. Si on part du principe que ta gueule c'est la Force. Parce que je suis désolé, mais vous avez vu ça où que la Force ça permet d'effacer la mémoire des gens? L'univers étendu? Poubelle? Ça n'existe plus. Je trouve ça quand même dingue que des mecs qui ont fait un ulcère de l'estomac quand on leur a parlé du versant réel de la Force, les midi-chloriens, soient capables d'accepter sans broncher qu'on ajoute des pouvoirs quasi divins à la Force. C'est quasiment le baiser GHB de Superman. That's not how the Force works. Mais quel culot, putain. Ah, voilà. Parlons-en de notre méchant maintenant. Kylo Ren a un complexe d'infériorité par rapport à Vador parce qu'il est appelé par la lumière. C'est dans cette scène qu'on est mis au courant, et comme tous les personnages, c'est la seule chose qui va le définir. C'est un wannabe méchant. Et le souci, c'est que le côté « je veux être » wannabe est plus clair, mais le côté méchant, beaucoup moins. Et ce que je comprends pas, c'est que la plupart des gens ont kiffé. Ils trouvent ça cool qu'ils soient en admiration devant Vador, parce qu'ils estiment qu'on peut pas faire mieux, et ils kiffent ces crises de colère où ils cassent tout. Autodestruction dans 5, 4, 3... Ok, donc Kylo, c'est un peu comme un Vador plus à fleur de peau, plus infantile ou adolescent, quoi. Ok, vous permettez que je vous montre un truc? Si, je vais vous montrer un truc, attendez. Je vais vous montrer un truc. Grandfather will finish what you started. I will be the most powerful Jedi ever. I will even learn to stop people from dying. Ren believed it was no longer valuable to us. He's holding me back! Kill them all. I killed them all. They're like animals. And I slaughtered them like animals. Et vous avez dit que c'était de la merde! Vous avez dit qu'Anakin c'est un ado pleurnichard et que c'était pas digne de Vador parce que ça en faisait un méchant pourri. C'est exactement le même! En inversé. Parce qu'il va probablement finir par rejoindre le côté de la lumière, vu qu'on est chez Disney. Pardon, c'est échappé celui-là. Le mec tue pas ses hommes de main, il leur fait à peine mal. Merde, le gars s'accroupit! T'es censé rester debout devant le prisonnier à genoux, putain, c'est pour ça que tu le mets à genoux, c'est le principe, tu restes debout pour le dominer! On n'a pas développé sa personnalité avant qu'il soit Kylo Ren, et c'est pas pour entretenir le mystère, c'est parce que ça donnerait l'Anakin de l'épisode 2! Sauf qu'Abrams fait jouer ses acteurs de façon plus traditionnelle que Lucas, et a peur du kitsch, parce qu'il sait ce qu'en pensent les fans. Le personnage est pensé pour les fans, c'est l'incarnation de l'idée du « on pourra jamais faire un méchant aussi bon que Dark Vador ». Vous voyez aucun ennemi qui peut égaler Vador. Vraiment. Voilà, rien que ce mec, même si vous détestez l'épisode 1, vous l'adorez. Souvent même ce sera une des raisons qui vous a fait détester la prélogie, avoir un méchant aussi classe et le tuer dès le premier film. Sa classe résidait en partie dans le fait qu'il ne dise presque rien, mais surtout dans le fait que dès qu'il attaque, il sort son double sabre et il botte des culs puissance 10. Il aurait été parfait en sbire récurrent de la prélogie. Donc même dans un film considéré mauvais, je peux vous trouver un contre-argument au statut imbattable de Vador. Après, si vous l'avez kiffé,
C'est normal, c'est un mec qui est en admiration devant un souvenir nostalgique et qui lui voue une passion aveugle. On peut imaginer qu'il cherche à aller du côté obscur et à en revenir, pour peut-être rétablir définitivement l'équilibre dans la force. Mais encore une fois, ça rendrait la trilogie, les deux trilogies, inutiles. Et il a l'air pourrave alors que c'est le chef des Chevaliers de Rennes. Enfin regardez-le! Pourquoi il porte un masque? Parce qu'il vénère Vador? C'est ça du coup? C'est comme un gamin qui est fan de course de moto et qui se met à porter un casque même pour aller dormir pour faire comme le pilote qu'il aime? Regardez-le son casque! Il raconte rien, il dissimule juste son visage. Alors quoi, il se cache parce qu'il a honte de pas être dégueu? Il veut aller rendre ses oreilles à Dumbo? Ou peut-être pour faire peur? Alors regardez ça. C'est un concept design de Kylo Ren et regardez son masque. On dirait celui de Vador auquel on aurait arraché les joues. Décharné, squelettique, un masque qui fait peur. Et c'était ça Vador, c'était pas juste un masque, c'était un masque qui faisait peur parce qu'il reprenait les traits du squelette humain. Et si tu décides de porter un masque comme ça, là tu racontes quelque chose. Là t'essayes de compenser que ton physique reflète ton manque de passion pour le côté obscur. Mais ça dit quoi un mec qui porte un casque de vélocross pendant tout le film? Sérieux? C'est un bon méchant? L'idée est bonne, simple et populiste, mais bonne, mais l'application est ratée. C'est un sous-Vador, point. Alors après, savoir pourquoi il l'a fait exactement viendra dans d'autres épisodes, mais je devrais le savoir ici. Autre chose, vous savez ce que c'est, les Chevaliers de Rennes? Even you, Master of the Knights of Ren. Bah c'est les gars qu'on voit avec lui dans le flashback. Le truc qui passe tellement vite que perso, j'ai juste vu Kylo Ren devant des personnages. J'étais pas censé savoir que c'était des chevaliers, et je devrais savoir que ce sont des chevaliers pour comprendre d'où vient Kylo Ren. Comment on échappe à l'entraînement de Luke Skywalker, un mec qui a réussi à faire revenir Dark Vador du côté obscur vers la lumière? C'est la première fois qu'on fait un Star Wars en sachant exactement d'où on vient, et ils nous font une histoire qui sort de nulle part. Et le général Hux. All remaining systems will bow to the First Order! D'accord, Hitler avait la vingtaine quand il a commencé la politique. Mais il a pas accédé au pouvoir avant la bonne trentaine. C'est qui ce dictateur en couche culotte? Il sort d'où? Comment ça se fait que lui fasse des discours aux armées alors que le seul vieux membre du Premier Ordre est chargé de surveiller leur foutu parking? Ok, on n'avait pas la biographie complète du Grand Moff dans l'épisode 4, mais il avait une gueule qui collait avec son rôle. Regardez-le, ce grand dadais là, on a l'impression qu'il est constipé ou qu'il peut partir sur un caprice à tout moment. Ils ont détruit notre turbo-canon. Eh ben dites-leur que je boude. Putain, il y a deux méchants en un film et il y en a pas un pour rattraper l'autre? Et je voudrais vous parler de Phasma, mais... Tu parles d'une plaisanterie? La nana qui devait ajouter une touche de féminisme et de modernité et qui est là 5 minutes partagées en 3 scènes, dont une où sa badasserie, son arme et son armure ne sont pas assez contre deux hommes en colère. Captain Phasma is the first female Star Wars villain. It makes it a progressive character, makes it a modern character, a new relationship with a female character, which isn't about her being sexualized, it's about us responding to the choices that she makes. Oh bah oui, vous vous rendez compte? Leia, lascivement allongée 2 secondes et habillée comme une esclave sexuelle quand elle est esclave sexuelle, c'était un modèle d'érotisation. I love you. I know. Et scandale! Padmé qui découvre son nombril! La nana est sur un champ de bataille, travaille même enceinte et sert de porte-manteau aux robes les plus surchargées qui soient, mais clairement, l'image de la femme dans Star Wars avait besoin de l'épisode 7. Et n'allez pas me dire que son design est original, c'est un Stormtrooper chromé. On est chez J.J. Abrams, le mec fout du chrome partout pour que ça fasse des jolis reflets. Même ses portes sont chromées, bordel! Non, c'est pas elle non plus qui va sauver les méchants. Alors qui? The new Jedi will rise. What the fuck? Bon. Alors voilà, c'est le grand méchant, lui, Snoke. Il sort d'où? Depuis quand? On sait pas. Il a converti Ben Solo au côté obscur, ok. Mais s'il a tout un tas de chevaliers, pourquoi on les voit pas ensemble? Ça aurait été du neuf, ça. Quelle est sa motivation? On sait même pas. Et désolé, mais c'est pas sur ça qu'un Star Wars entretient un mystère. On cache des informations, pas les motivations. Parce que ça peut être Palpatine qui se venge, ça peut être son ancien maître, un très vieux Seigneur Sith, ça peut être n'importe quoi, et c'est pas sur ça qu'on fait un mystère. On aurait pu garder le fait qu'il y ait un Snoke secret par exemple, mais en le voyant là, il dit tout et il dit rien. C'est pratique, hein, ils ont vendu un Voldemort lambda avec des cicatrices partout, donc ça peut être n'importe qui, ils inventent au fur et à mesure parce qu'ils savent pas. Je peux même pas vous dire s'il fait vraiment 15 mètres de haut parce que c'est un putain d'hologramme, je crois qu'officiellement il fait que 2 mètres. D'ailleurs, bravo, un film qui traite la force n'importe comment, annule les exploits des films précédents et qui fait disparaître un élément marquant de la saga, les hologrammes, juste pour faire croire aux spectateurs que peut-être on va leur donner un méchant badass. C'était pas ça l'intérêt. On relance Star Wars parce qu'on a une histoire à raconter, on relance pas ça pour faire un remake de la trilogie originale, et ensuite on essaiera de trouver des réponses intéressantes aux gros trous sur les éléments essentiels qu'on a fait exprès de laisser dans le scénario. Ça c'est ce qu'on fait quand Disney nous a forcé à sortir le film avant 2016. Parce qu'entre ça et le manque de background pour vendre des bouquins, ça commence à faire beaucoup de trous pour un seul film et peu d'éléments originaux.
Et j'ai pas dit Voldemort par hasard.